Aujourd'hui, il faut savoir qu'en moyenne, le CRM représente entre 25 et 35% d'un chiffre d'affaires global. Et aujourd'hui, en passant sur Klaviyo, on a développé 3 flows, donc les flows basiques. Et en l'espace de quelques semaines, depuis le lancement de leur site, les résultats sont là, les chiffres sont bons. C'est preuve qu'il y avait vraiment ce besoin et ce potentiel-là qui existait. Et il y a un petit pixel de suivi qui va traquer quand la personne ouvre, combien de fois elle ouvre, etc. etc. Et aujourd'hui, il faut que ces personnes-là donnent leur consentement pour qu'on puisse utiliser ces données de suivi-là, surtout à des fins marketing. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du Shop des Titans. Aujourd'hui, je suis avec Tara. Comment vas-tu, Tara ? Bonjour tout le monde. Ça va super, et toi ? Eh ben écoute, ça va super bien. Donc Tara, tu bosses avec nous depuis quelques temps maintenant sur la partie CRM justement chez Moon. Donc en fait aujourd'hui on va vraiment se concentrer, ça va être un épisode vraiment dédié sur la partie CRM. On va faire un peu un tour d'horizon de tout ce qu'on peut faire, comment ça a bougé au niveau du marché. Mais avant de débuter tout ça, est-ce que tu pourrais un peu te présenter et nous raconter un petit peu ton parcours vis-à-vis justement du CRM ? Mais totalement. Je suis très contente d'être là, de faire un épisode qui tourne autour du CRM et tout. Genre ça tourne un peu autour de moi, du coup ça me fait rire. Alors pour parler un petit peu de moi, ça va faire à peu près 5 ans que je suis dans le CRM. J'ai commencé en alternance dans une toute petite entreprise, on n'était que 2. Et pour être honnête, c'était avec ma tante. Donc si elle regarde ce podcast, c'est grâce à elle que je suis là aujourd'hui un petit peu, donc c'est trop cool. Et c'est une épicerie fine de produits japonais. Et c'était un peu la période Covid, etc. Donc les gens ne pouvaient plus se déplacer physiquement. On était un peu dans l'urgence d'avoir un site internet comme beaucoup de gens. Et de fil en aiguille, on s'était dit que ça serait bien que les personnes qui viennent en boutique, pour les amener sur notre site internet, on leur donne une bonne raison de venir. Et on s'est dit, mais si on faisait une newsletter ? Et donc c'est comme ça que je me suis lancée dans le CRM, à aller un peu fouiller ce qui se faisait, quel logiciel on pouvait utiliser. Et mon alternance s'est terminée, l'entreprise avait bien grossi et en fait je me suis régalée à me dire mais tout ce qu'on a mis en place, tout ce qu'on a fait, et en partie, toute cette partie CRM, newsletter, elle continue à vivre aujourd'hui. Et c'est en partie grâce à moi. Et c'est tellement valorisant d'avoir participé à ça que je me suis dit que j'avais envie de continuer à accompagner les entreprises dans leur développement. Et de fil en aiguille, en fait, je suis restée dans le CRM. J'étais travaillée dans d'autres entreprises qui étaient, elles, plus grosses, mais qui avaient aussi besoin de se développer, de se renouveler. J'ai continué là-dedans et aujourd'hui, je suis là. Et c'est trop cool. Et je me régale dans tout ce que je fais aujourd'hui. En fait, je fais vraiment que du CRM. Et le fait d'être en agence, on a plein de personnes, plein de clients différents. Et donc, c'est un peu la régalade de pouvoir avoir plein de thématiques et de sujets tous les jours. Donc, voilà. Eh ben écoute, merci pour cette intro et pour cette présentation. Donc nous, chez Moon, pour ceux qui ne nous connaissent pas forcément, on est une agence qui du coup est vraiment centrée sur la partie e-commerce, avec un gros focus justement sur Shopify. On travaille que sur ce CMS spécifiquement. Et dans ce contexte, en fait, on bosse beaucoup avec une solution qui s'appelle Klaviyo, qui est très à coquiner du coup avec Shopify. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de justement comment est-ce que tu appréhendes un projet CRM avec un client ? Quelles sont un peu les étapes clés sur un déploiement CRM ? Après, on va quand même distinguer 2 choses. On a nos clients qu'on accompagne sur plusieurs mois et dont je pense faire vraiment partie intégrante de leur organisation, parce que j'ai vraiment cette envie et cette envie de faire partie d'eux, d'être le prolongement de ce qu'ils peuvent faire et pas juste d'être une prestataire qui fait de l'exécutif. Et on a aussi toute la partie clients qui vont par exemple migrer sur Shopify et qui vont avoir juste un besoin ponctuel d'aller sur Klaviyo. Donc on a ces 2 choses-là qui fonctionnent à la fois différemment et de façon similaire, en tout cas au lancement au début. Donc il y a vraiment cette idée d'aller voir ce qu'ils font actuellement, non pas pour pointer du doigt ce qui va pas, mais au contraire pointer du doigt ce qui peut aller, dire « Ah, ça c'est cool, ça c'est chouette, on va pouvoir pousser ça comme ça, vous avez déjà fait ça, c'est trop bien. » Et comment avec Klaviyo et avec moi et Moon, on va pouvoir venir optimiser tout ça et profiter pleinement de ce que peut apporter Klaviyo à nos clients. Donc on fait tout un peu cette partie
audit. Et ensuite, on va venir, en fonction de ce qui est attendu et demandé, mettre en place les choses. Et donc, quand c'est un accompagnement sur plusieurs mois, on prend un peu plus notre temps parce qu'on va avoir, on va faire les choses par étapes et peut-être un peu plus de stratégie justement dès le début. Et puis, pour tous les clients qui vont être en starter pack, on essaye de booster les choses au maximum dès le début pour qu'ils soient prêts ensuite à se lancer tout seul ou alors finalement se faire accompagner par nous. Trop bien. Ça me fait penser tout de suite à un client qu'on a déployé du coup il y a vraiment pas longtemps du tout, Cécile et Jeanne. Du coup à la base on devait se focaliser que sur la partie site. Et en effet très vite on est venu un petit peu étudier ce qu'ils faisaient sur la partie CRM. Très vite tu as senti qu'il y avait peut-être certaines fragilités sur la gestion. Est-ce que tu peux peut-être rentrer un peu en détail sur ce que tu as pu mettre en place justement sur le déploiement sur Cécile et Jeanne? Oui, complètement. Elle était du coup pas du tout sur Klaviyo à la base. Elle utilisait vraiment son CRM que pour de la newsletter. Il n'y avait pas tout ce qu'on pourrait avoir comme automation. Si jamais les automations, c'est tous les mails qui vont être automatiques, donc panier abandonné, bienvenue, etc. Donc tout ça, elle n'avait pas, et elle faisait vraiment juste des newsletters un peu ponctuelles qui, je ne vais pas dire contre toute attente, mais qui fonctionnaient déjà vraiment bien parce que sa communauté était engagée, parce que les personnes qui étaient inscrites à sa newsletter étaient là vraiment pour elle et parce qu'ils avaient envie. Mais il y avait tout un potentiel qui n'était pas exploité pour plein de raisons. Le temps, je pense, qu'elles ont en interne à consacrer au CRM. Le CMS sur lequel elles étaient peut-être à la base n'était pas forcément hyper compatible. Leur CRM aussi, tout un tas de choses qui fait que ça ne pouvait pas être exploité à 100%. Et aujourd'hui, en passant sur Klaviyo, on a développé 3 flows. Donc les flows basiques, paiement abandonné, bienvenue et le post-achat. Et en l'espace de quelques semaines, là, depuis le lancement de leur site, les résultats sont là, les chiffres sont bons. C'est hyper cool. C'est preuve que déjà la migration s'est bien passée, que vous avez fait du bon travail sur Shopify. Et en plus qu'il y avait vraiment ce besoin et ce potentiel-là qui existait. De même que pour les newsletters, elles fonctionnent toujours aussi bien et va y avoir vraiment plein de choses à mettre en place sur de la segmentation, sur l'usage des outils Klaviyo, parce que Klaviyo, c'est pas juste des newsletters flow et campagne, il y a plein d'autres choses à faire dessus et je pense qu'il y a moyen d'aller se régaler avec la base qu'elle a. Ouais, ce qui est super intéressant avec des marques un peu comme Cécile et Jeanne, c'est qu'il y a déjà une vraie portance autour de la communication, de tous ces trucs-là. Cécile et Jeanne, du coup, qui lead un petit peu la boîte, sont très proactives sur les réseaux. Il y a pas mal de vidéos. Donc c'est vrai que, du coup, quand on vient remplir un site, quand on vient remplir justement des emails ou des flows, l'idée d'avoir plein de contenu déjà à disposition, ça ouvre un petit peu le champ des possibles et c'est plutôt très cool. Donc ça, c'est vraiment sur un projet, donc on va dire plus d'accompagnement quand on fait une migration de site. Et là, on a fait double replatforming, je dirais même triple replatforming puisqu'on est aussi en train de les accompagner sur le changement boutique. Donc ça, c'est plus sur la partie build. Et donc à côté, donc pour les clients qu'on accompagne un peu plus en day-to-day, alors je pense évidemment tout de suite à Croissy Fruits, Anthony et Viviana. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment fonctionne la relation avec eux? Tu parlais comme si tu étais un petit peu avec eux tout le temps. Comment ça fonctionne? Je pense que c'est surtout avec eux que ça prend sens parce qu'ils ont une organisation interne qui est... En fait, ils sont très peu dans l'entreprise. C'est vraiment le travail, c'est leur vie. Et du coup, ils n'ont pas tant de disponibilité que ça à m'accorder. Le CRM est hyper important pour eux. Aujourd'hui, il faut savoir qu'en moyenne, le CRM représente entre 25 et 35% d'un chiffre d'affaires global. Et donc, pour maintenir ce taux-là chez eux, il faut vraiment être disponible, il faut vraiment faire des newsletters. Il faut aller travailler le CRM. C'est un temps qu'ils ne peuvent pas accorder eux-mêmes en interne, d'où l'intérêt de passer par une agence. Et en plus de ça, il faut vraiment que moi je vienne leur faciliter la vie en étant vraiment très proactive, en allant leur faire des propositions.
faut pas que je compte sur eux en permanence pour tout me valider. Enfin voilà, il y a vraiment une relation de confiance qui est hyper importante. Ils ont confiance en moi et ils me le montrent et ils me le disent, et c'est super important pour que vraiment j'ai cette confiance et cette énergie d'aller faire les choses et de pas attendre leur validation. Donc c'est assez challengeant parce que on a toujours peur de mal faire ou de dire des bêtises quand c'est pas notre environnement, et en même temps c'est super bien parce que ça me pousse à aller apprendre des choses, ça me pousse à prendre des risques, donc c'est super intéressant. Dans leur confiance, il y a aussi toute cette partie stratégie qu'ils attendent de moi et qui du coup je vais pas dire me passionne, mais qui vraiment m'anime au-delà d'aller faire de l'exécutif. Il y a vraiment cette envie de les accompagner, comme je disais tout à l'heure au début, dans leur développement, etc. Donc c'est vraiment hyper cool et c'est pour ça que en vrai je suis un peu leur prolongement, parce que je m'implique à 100% dans ce qu'ils font pour eux et pour les accompagner. Et donc c'est vraiment cette idée-là que j'aime déjà en travaillant ici et que j'ai envie de continuer à développer avec nos clients. Trop bien. Pour donner un peu de contexte justement client, donc Croissy Fruits, c'est vraiment une marque qui vient mettre en avant en fait tout ce qui va être les produits exotiques, et du coup ils ont tout un cheminement et un workflow assez spécial, parce que du coup ils attendent la réception justement de colis, de produits assez dingues. Je vous invite à aller voir sur le site de Croissy Fruits ce qu'ils proposent, et clairement en fait c'est ça, c'est que il y a un gros arrivage d'un coup d'un seul de 50 cartons de mangue, et à être sur le Slack aussi dessus. Je vois tout de suite, vite, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc en effet, ça demande un peu d'adaptation. Est-ce que tu considérerais que justement ton travail, la manière d'appréhender justement cet accompagnement est vraiment différent en fonction des différents clients que tu peux avoir en run? Totalement. On aime tous l'organisation et de façon générale, c'est quand même beaucoup plus agréable d'avoir un calendrier éditorial, de savoir de quoi on va parler, d'avoir un cheminement et par exemple avec Croissy Fruits, c'est pas du tout possible, parce que même si moi je prévois 2-3 choses à l'avance, je sais pertinemment que ça va changer et donc je suis vraiment un peu au jour le jour et des fois au matin pour le matin et ce que j'ai pas par exemple avec d'autres clients où on a des calendriers qui sont faits 2-3 mois à l'avance et je sais pertinemment, je sais bien ce que je vais faire et je peux avancer à mon rythme. Donc ça me demande une organisation complètement différente d'un client à l'autre. Ça me demande aussi de l'organisation dans ma semaine. Donc c'est assez stimulant et en même temps c'est hyper important de pouvoir s'adapter et être polyvalent avec nos clients. Je me verrais pas leur demander de changer toute leur façon de faire et toute leur organisation juste pour que moi je sois plus confortable derrière. Pour moi ça fait pas sens et c'est pas comme ça que je veux travailler, et c'est encore une fois ça rejoint cette idée de je fais partie de leur organisation et de leur travail, parce que on a cette volonté d'aller s'adapter à leur façon de faire et d'être, et donc c'est très très important. Ouais, en fait ça s'aligne vraiment sur le prolongement de ce qu'on fait de base justement chez Moon Moon sur la logique d'accompagnement. Il y a évidemment des éléments, des étapes clés. Je vais parler juste du plan de chauffe par exemple, où tu sais que tu peux pas d'un coup d'un seul envoyer 15 000 emails à toute la base, tu risques de te faire blacklister. Est-ce que peut-être tu peux, parce que là j'en parle très brièvement, expliquer un petit peu le process que tu mets en place justement sur cette notion spécifique de plan de chauffe, expliquer ce qu'est un plan de chauffe et comment on le déploie. Quand vous allez changer de logiciel de mailing, vous allez devoir authentifier votre nom de domaine et tout ce qui va être Gmail, Outlook, etc. Ils ont, eux, pour vocation à aller protéger leurs clients. Donc, l'idée, c'est de faire attention aux mails qui sont reçus. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que ça va être une arnaque ? Est-ce que c'est licite ? Est-ce que, il y a toute cette vocation à les protéger et qui est super cool, hein. C'est ce qu'on souhaite. Et donc, pour montrer patte blanche, il faut qu'on aille progressivement dans nos envois. Donc, l'idée du plan de chauffe, ça va être, dans un premier temps, d'aller envoyer des newsletters comme on fait habituellement. Il n'y a pas de changement dans les thématiques de newsletter, dans ce qu'on va dire et utiliser. C'est juste qu'on va venir d'abord cibler nos clients, en tout cas la partie de la base qui est la plus
engagée, donc celle qui va le plus cliquer, le plus commander. Je ne vais pas parler du taux d'ouverture parce que du coup les choses changent actuellement. Donc voilà, on va être sur la base la plus engagée. Et petit à petit, si tous les taux sont bons, si tout est au vert, on va venir augmenter cette base pour petit à petit arriver à votre base totale tout en ayant préservé votre délivrabilité. Tu fais une superbe ouverture du coup sur la prochaine question. On a tous normalement vu et suivi un petit peu cette grande demande qui est apparue au niveau de la CNIL. Donc globalement, pour faire un peu une introduction là-dessus, vous le savez déjà toutes et tous, la RGPD est appliquée en zone européenne et du coup depuis maintenant très très longtemps, on est dans l'obligation sur un site web d'indiquer justement comment est-ce que les informations clients sont traitées, comment est-ce qu'elles sont utilisées, d'où le fait de passer par une CMP spécifique pour justement bien traquer en fonction de ce qui a été confirmé côté client. On fera un épisode dédié à ce propos d'ici quelques semaines, quelques mois. Ça arrive, ça sera dans la boîte très prochainement. Mais du coup, l'idée, c'est de se dire que en fait, la CNIL s'est posée un petit peu sur le sujet et s'est dit, ok, en fait, ce qui se passe sur un site, très bien, on a réussi à faire une avancée un petit peu là-dessus, mais en fait, il y a peut-être un sujet aussi au niveau des emailing. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail de ce qui s'est passé, ce que tu as pu mettre en place avec les clients que tu accompagnes? Alors, je vais essayer de ne pas faire de charabia puisque c'est la CNIL et c'est jamais toujours évident. Mais pour expliquer assez simplement, comme vous le savez, aujourd'hui, on peut envoyer des mails aux personnes qui sont opt-in, qui ont donné leur consentement de façon explicite et qui ont eux-mêmes coché la petite case pour dire j'accepte de recevoir vos mails. Donc ça c'est bon, c'est compris pour tout le monde et il n'y a pas de sujet. Et aujourd'hui la CNIL, elle s'est posé la question et elle apporte un nouveau consentement sur ce qu'on fait des données d'ouverture des mails. Comme vous le savez, ou peut-être pas d'ailleurs, vous avez des petits pixels et il y a un petit pixel de suivi qui va traquer quand la personne ouvre, combien de fois elle ouvre, etc. etc. Et aujourd'hui, il faut que ces personnes-là donnent leur consentement pour qu'on puisse utiliser ces données de suivi-là, surtout à des fins marketing. Et c'est vrai qu'on utilise tous beaucoup les données d'ouverture pour justement faire du ciblage, un peu au quotidien, et notamment par exemple pour la délivrabilité, les données d'ouverture sont hyper importantes. Aujourd'hui, il faut qu'on vienne repenser tout ça pour ne plus utiliser ces données d'ouverture, ou en tout cas pour inclure les personnes qui n'auraient pas donné leur consentement ou alors qui ne seraient pas d'accord pour qu'on utilise ces données d'ouverture-là, parce qu'il faut savoir que si la personne n'a pas donné son consentement, si elle n'a juste pas répondu, on part du principe où c'est un non. Donc ça va devenir, en vrai je pense, une grande majorité des personnes, parce que c'est rarement le consentement qu'on donne, on ne fait pas trop attention à ce genre de choses. Donc moi là ce que j'ai fait, c'est que avant le 14 juillet, il fallait venir prévenir la base de données que la réglementation changeait, qu'ils avaient la possibilité de modifier leurs préférences et de choisir le consentement à ce niveau-là, que évidemment ça ne changerait rien pour les newsletters qu'ils vont recevoir, ils les recevront toujours de la même façon, c'est juste nous en interne qui devons apprendre à gérer ce consentement-là et à utiliser leurs données. Et pour toutes les personnes qui sont inscrites après le 14 juillet, là, on est obligé de tenir réellement compte de leur consentement. Donc moi, j'ai envoyé ce petit mail à toutes nos bases de données et j'ai inclus le paramètre dans les formulaires d'inscription, etc. Et aujourd'hui, j'ai revu mes segments pour venir vraiment supprimer cette donnée d'ouverture et pour pouvoir être le plus raccord possible. Et aujourd'hui, commencer à penser à des nouvelles façons d'aller segmenter, de m'adresser à la clientèle, parce que nos clients, ils ont l'habitude qu'on utilise ce type de segment-là et les résultats qui vont avec. Et aujourd'hui, comment j'accompagne mes clients dans de nouveaux résultats, dans des nouvelles utilisations de données, etc. Donc il y a aussi tout ce cheminement-là qui va devoir être fait et dont je vais devoir accompagner mes clients. Et donc pour se projeter un petit peu pour les potentiels non-e-commerçants qui regarderaient cette vidéo, je me promène sur le site de Croissy-Fruits. Oui. J'ai la petite pop-up qui apparaît justement pour enregistrer mon email. Donc je vais l'enregistrer. J'ai habituellement la petite coche pour dire j'accepte d'être contacté, etc.
comment ça va se matérialiser? C'est que du coup, il y a une nouvelle coche Exactement. spécifique. Okay. J'ai mis 2 coches, donc la coche opt-in et la coche pour le consentement de l'utilisation des taux d'ouverture. Et ces taux d'ouverture-là, en fait, le consentement, je peux ne pas le prendre en compte quand c'est par exemple pour enlever la personne de notre base de données si elle n'a pas ouvert depuis 1 an, par exemple. Si l'usage est fait pour la supprimer de la base de données, j'ai le droit d'utiliser ça, mais je ne peux plus utiliser ces données à des fins marketing, en fait, pour aller faire du ciblage marketing, etc. etc. Ouais. Il y a peut-être une notion de peut-être centraliser ça avec le consentement général aussi sur le site. Peut-être qu'il y a quelque chose qui peut être travaillé là-dessus. On n'a pas encore creusé le sujet, mais il peut y avoir un intérêt de le faire en tout cas. Après, il y a vraiment cette notion de donner d'éclairer l'utilisateur dans ce qu'on fait de ces données et dans la façon dont il a le droit de consentir ou non. Donc c'est pour ça que c'est aussi important d'avoir vraiment cette petite coche pour ça spécifiquement. Et dans ce qu'il va en faire, plutôt que de faire quelque chose d'assez global, ou alors en fait il ne sait pas pourquoi il dit oui, pourquoi il dit non. C'est un peu aussi tout le sujet des cookies quand on dit refuser et qu'en fait il faut aller décocher plein de choses, etc. Il y a un peu toute cette idée-là aussi, donc moi je préfère rester sur quelque chose de différent, même si je sais que pour l'utilisateur c'est pas toujours agréable, mais au moins je sais qu'il va avoir son consentement de façon très éclairée et je préfère ça. C'est toujours le vrai entre-deux, en fait, entre l'expérience client la plus fluide possible sur le site, oui, mais également montrer qu'on fait tout un travail pour respecter ces données. C'est vrai que si on se projette un peu sur un site où on arrive, où tout de suite on a le consent wall qui apparaît, où on doit cocher toutes les informations qu'on veut, potentiellement en plusieurs étapes, on le valide. Ensuite, on a la pop-up justement d'email où on doit cliquer sur 2-3 informations, rentrer son email et potentiellement après une autre offre commerciale. C'est un peu l'effet sapin de Noël aussi, oui, qu'on appelle un peu tout le temps. Et du coup, forcément, ça peut aussi derrière peut-être un peu frustrer l'utilisateur l'utilisateur lambda qui dit en fait moi je m'en fiche de ce qu'on fait de mes données là-dessus, je veux juste acheter un t-shirt quoi. Donc voilà, mais bon, c'est la CNIL et nous on s'applique justement à ces notions de RGPD. Et ben écoute, je pense qu'on a fait plutôt un bon tour. Est-ce qu'il y avait un sujet particulier que tu voulais évoquer en plus de tout ça? Non, je pense que pour moi c'est tout bon. Et ben écoute, c'est parfait, merci beaucoup Tara. J'étais trop contente, ça m'a fait très plaisir de passer dans le podcast et de raconter ce qu'on fait partie CRM. C'était cool, je suis très contente. Pour toutes celles et ceux qui sont restés en écoute jusqu'à la fin de cette vidéo, si jamais vous avez des questions, des interrogations justement sur comment administrer ce sujet justement de la CNIL, la notion de RGPD, ou si vous avez des besoins un peu spécifiques sur la partie CRM, n'hésitez pas à nous contacter sur le site web directement, en commentaire de cette vidéo. On se fera un plaisir de revenir vers vous. Merci beaucoup.